C'est à toi, Bonjour, Nathalie, pour se bonsoir. présenter. Je ne vois pas d'autres personnes que les personnes panélistes en ce moment, alors c'est pour ça que je n'ai pas pris la parole, mais voici, je commence. Bonsoir, mon nom est Nathalie Dubois et j'animerai le webinaire ce soir. Quelques points logistiques. Alors, nous prévoyons que la séance durera environ 90 minutes. Elle sera enregistrée pour permettre à toute personne intéressée de visionner la présentation en différé. Vous avez l'occasion de poser des questions tout au long de la soirée en utilisant la fonction chat ou questions et réponses dans l'application Zoom. Nous vous encourageons donc à écrire votre question et nous veillerons à y répondre. Nous vous demandons d'utiliser un ton respectueux, même à l'écrit. If you thought you were attending this webinar tonight in English, please know that the content will be presented in English on Thursday night, March 26th at 6:30 p.m. So if you don't have this link, please reach out to one of the associations. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous envisagez sérieusement de poser votre candidature en vue des prochaines élections municipales en mai prochain ou encore que votre décision de vous lancer est prise. Dans un cas comme dans l'autre, toutes nos félicitations et notre reconnaissance. Vous envisagez d'occuper un rôle important pour votre communauté, gratifiant mais aussi exigeant. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous accompagner dans votre réflexion ou dans votre préparation pour que vous vous engagiez en toute connaissance de cause dans cette aventure qui s'étendra sur 4 ans. Voici le programme que nous avons préparé pour vous. Ce webinaire fait partie d'une campagne d'information et de promotion qui a été préparée par les 3 associations municipales provinciales. À tout seigneur, tout honneur, leurs représentants vous transmettront quelques mots. Puis, Jennifer Wilkins, du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, vous adressera la parole. Elle sera suivie de Karine Pitre, agente de communication à Élections Nouveau-Brunswick, qui se chargera de vous partager les principales étapes logistiques entourant la soumission d'une candidature aux élections. Puis, ce sera à mon tour d'effectuer un survol des éléments que nous jugeons essentiels à savoir pour avoir du succès dans son rôle d'élu, pas juste le 11 mai 2026, mais bien tout au long d'un mandat au sein du conseil municipal. Cette information sera suivie d'un panel composé de Roger Casey, maire sortant de Shediac, et d'Austin Anderson, directeur général de Salisbury. Ils vous donneront un aperçu de leur perspective et quelques perles de sagesse pour alimenter votre réflexion. Et, tel que mentionné, la fonction chat sera ouverte tout au long du webinaire pour accueillir vos questions ou vos commentaires. Je donne donc la parole dès maintenant à Isabelle Thériault, directrice générale de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick. Merci Nathalie. Donc bonsoir tout le monde, puis merci d'être avec nous. Je me présente Isabelle Thériault, directrice générale de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick. Donc en bref, l'AMNB, c'est une association qui soutient les administrateurs municipaux, soit les directions générales, les greffiers, les trésoriers, les chefs de département. Ce sont les alliés des élus au quotidien pour concrétiser la vision du conseil. De notre côté, on appuie les administrateurs en leur offrant de la formation et des occasions de réseautage afin de partager les bonnes pratiques, s'inspirer et s'entraider. Donc, s'il y a une chose qu'on peut retenir de mon introduction ce soir, c'est que la collaboration et le respect entre élus et équipes municipales sont essentiels au succès de votre gouvernement local. Donc, je vous souhaite une belle rencontre ce soir. Puis surtout, gardez en tête que si vous êtes élu, vous ne serez pas seul. Vos administrateurs municipaux seront là pour vous appuyer. Donc, merci. Merci Isabelle. Maintenant, Pascal Reboul, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, va vous adresser quelques mots. Merci Nathalie, bonjour à tous et à toutes. Je serai peut-être un peu plus long qu'Isabelle, je m'en excuse. Mais c'est important aujourd'hui que vous soyez présents pour cette information préélectorale. C'est toujours plaisant puis encourageant de constater un intérêt pour la vie municipale.
particulièrement à la suite du premier mandat post-réforme de gouvernance locale qui a été très exigeant, aussi bien pour les élus que pour les administrations municipales. Dans ce contexte, nos communautés ont plus que jamais besoin d'engagement, leadership et de personnes prêtes à s'impliquer concrètement pour continuer le travail débuté. Donc Nathalie l'a dit, je suis Pascal Reboul, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, donc l'AFMNB. Au Nouveau-Brunswick, il y a une particularité, nous avons plusieurs associations municipales, donc mon organisation, mais qui représente 30 municipalités francophones et bilingues à travers la province, et l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, qui représente 60 municipalités anglophones et bilingues, et son directeur général Dan Murphy est avec nous ce soir. Nos deux associations jouent un rôle complémentaire et travaillent en collaboration sur plusieurs dossiers communs. Donc, on s'assure que les réalités municipales, et puis elles sont nombreuses, soient bien comprises et portées auprès des différents paliers des gouvernements. Notre rôle repose essentiellement sur deux axes. Un, bien sûr, c'est celui sur lequel vous nous entendez le plus, c'est la représentation. On porte la voix des membres auprès des gouvernements, que ce soit pour faire avancer les enjeux liés au financement municipal, aux infrastructures, adaptation au changement climatique, ou encore dans le cas de la FMNB, toute la réalité en lien avec les communautés francophones en situation minoritaire. Et d'autre part, le second rôle, c'est l'appui. Donc, on travaille directement avec les municipalités et les élus pour les soutenir dans leurs responsabilités, notamment la formation des outils, l'accompagnement, le partage de bonnes pratiques. L'objectif, il est simple, c'est aider les municipalités et les élus à être mieux outillés pour prendre des décisions éclairées. Donc, les élections municipales qui approchent sont un moment clé pour nos communautés. Le conseil municipal, il faut le savoir, c'est l'instance démocratique la plus proche des citoyens. Les décisions qui sont prises ont un impact direct sur la vie quotidienne. On peut notamment penser, je l'ai dit, aux infrastructures, services à la population, l'aménagement du territoire, le développement économique, mais surtout la qualité de vie en général des citoyens. C'est pourquoi il est important et essentiel que les conseils municipaux reflètent la diversité des communautés qu'ils desservent. Qu'avoir autour de la table une diversité de profils, d'expériences, de perspectives permet de prendre de meilleures décisions, plus représentatives et plus ancrées dans la réalité du terrain. Maintenant, s'engager en politique municipale, c'est aussi accepter un rôle exigeant. Et être élu, c'est pas seulement vouloir s'impliquer, c'est aussi comprendre les responsabilités qui viennent avec la fonction, les cadres légaux, les processus décisionnels, les réalités financières et les interactions avec les employés municipaux. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ces séances d'information sont rendues possibles grâce, bien évidemment, en partenariat entre 3 associations, mais également avec le ministère des gouvernements locaux, qui est présent avec nous ce soir également. Donc, ensemble, nous souhaitons mieux préparer les personnes intéressées et celles encore indécises, parce qu'il y en a, à se présenter aux élections municipales, en leur donnant les bases nécessaires pour comprendre le rôle et les attentes liées à la fonction. Donc, merci encore pour votre présence et votre intérêt envers la vie municipale, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente séance. Merci beaucoup, Pascal. Alors, passons maintenant à la présentation de Jennifer Wilkins, sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. Elle est responsable de la division des gouvernements locaux. Merci Nathalie et bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jennifer Wilkins, sous-ministre adjointe de la division des gouvernements locaux au ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. Merci d'être parmi nous ce soir et merci au comité qui ont planifié cet événement. Nous sommes ici pour vous présenter un aperçu de notre division ainsi que la façon dont nous travaillons avec les gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick et les appuyants. Il y a 77 gouvernements locaux et 12 districts ruraux au Nouveau-Brunswick. Les gouvernements locaux sont responsables de la prestation des services locaux à leurs résidents et de la prise de décisions qui favorisent le développement et la vitalité de leur communauté. Les gouvernements locaux constituent un ordre de gouvernement indépendant et prennent des décisions qui ont une incidence directe sur la vie de leurs résidents. Il existe aussi 12 commissions de services régionaux autour de la province. Elles offrent des services aux gouvernements locaux et aux districts ruraux.
Il existe différents types de gouvernements locaux: cités, villes, villages, communautés rurales et municipalités régionales. Tous les gouvernements locaux ont un conseil composé d'un ou d'une maire et de conseillers et conseillères. Le type de gouvernement local peut dépendre de la population et des types de services fournis à ses résidents. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La division des gouvernements locaux sert de point de contact entre le gouvernement provincial et les gouvernements locaux. Notre division est également responsable de l'administration des districts ruraux en veillant à ce que les résidents des zones non incorporées, c'est-à-dire celles sans conseil de gouvernement local, reçoivent des services. Les gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick sont créés en vertu de la loi sur la gouvernance locale. Cette loi précise les pouvoirs des gouvernements locaux et dans certains cas, les processus particuliers qu'ils doivent suivre. En plus de la loi sur la gouvernance locale, plusieurs autres lois provinciales confèrent des pouvoirs et des responsabilités supplémentaires aux gouvernements locaux. La division compte également une direction de la collaboration régionale et de l'aménagement du territoire qui soutient les 12 commissions de services régionaux. Cette direction est également responsable de l'application de la loi sur l'urbanisme et de ses règlements qui servent à encadrer le développement au Nouveau-Brunswick. Après chaque élection municipale, la division coordonne la prestation d'un programme d'orientation destiné aux nouveaux élus et à ceux qui reviennent au poste. Ce programme permet aux maires et conseillers de prendre leur rôle, les responsabilités et le cadre législatif dans lequel ils évoluent. Le programme d'orientation contribue également à établir des bases solides pour une gouvernance efficace et une prise de décision éclairée tout au long de leur mandat. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le programme provincial d'orientation sur la gouvernance locale vise à soutenir une bonne gouvernance dans tous les gouvernements locaux et comprend des sujets tels que les rôles et responsabilités des élus et du personnel, le code de déontologie et les questions de conflit d'intérêts, les questions et exigences financières, y compris le processus budgétaire, le droit à l'information et à la protection de la vie privée, et le rôle des commissions de services régionaux et le travail en collaboration. L'équipe responsable du programme d'orientation collabore avec un comité de planification composé de partenaires en gouvernance locale afin d'assurer un programme d'orientation et de formation pertinent pour les élus. Il n'y a aucun frais d'inscription pour l'orientation et le gouvernement local prend en charge les coûts et les dispositions nécessaires après l'élection. Les détails du programme seront acheminés aux gouvernements locaux prochainement. Ces séances représentent une excellente occasion d'accueillir des connaissances essentielles et d'établir des liens avec des pairs. Prochaine, s'il vous plaît, et dernière. Notre division est toujours disponible pour répondre à vos questions concernant les gouvernements locaux et leurs fonctions. Merci à toutes d'avoir participé à ce webinaire et de votre intérêt à jouer un rôle dans le leadership de vos communautés. J'espère que vous trouverez le reste de la soirée enrichissant et que cela vous aidera à prendre votre décision. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Merci d'avoir été là et bonne fin de soirée à toi aussi. Alors, on va poursuivre maintenant avec la présentation d'Élections Nouveau-Brunswick. Alors, j'invite Karine Pitre, agente de communication, à vous parler du processus de soumission d'une candidature. Merci Nathalie. Donc, comme Nathalie l'a mentionné, de mon côté, je vais vous faire une présentation par rapport au processus de mise en candidature comme tel pour les élections des gouvernements locaux. Prochaine diapo. Donc, la première partie, c'est qui est éligible à poser sa candidature pour les élections des gouvernements locaux. Donc, première chose, il faut être un candidat, un électeur admissible, donc avoir 18 ans au plus tard le jour de l'élection, donc le 11 mai.
être un citoyen canadien. Il faut aussi être un résident du gouvernement local au moins 6 mois avant la date de l'élection pour être capable de poser sa candidature au sein du gouvernement local. Puis, pour les gouvernements locaux qui sont divisés en quartiers comme tels, il faut aussi être un résident du quartier au moment de la mise en candidature. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas être des candidats. Le plus grand groupe, c'est bien évidemment les employés du gouvernement local comme tel. Mais on a une liste beaucoup plus exhaustive sur notre site web qui décrit les autres personnes qui ne peuvent pas être candidats. On conseille toujours à tout le monde de vérifier avec leur employeur s'il y a des restrictions là où ils travaillent par rapport à poser sa candidature lorsque ça vient des élections des gouvernements locaux. Donc là, je vais passer au travers des sections de la déclaration de candidature comme telle. Je ne vais pas voir chaque partie de la déclaration de candidature, mais je vais passer au travers des parties qui tendent à avoir le plus de questions. Donc, la partie B, c'est tout simplement les coordonnées de la personne candidate. Après ça, la partie C, il y a une petite image en bas de l'écran, mais il faut indiquer le nom du candidat tel qu'il devrait apparaître sur le bulletin de vote. Par exemple, de mon côté, mon nom, c'est Karine Stéphanie Pitre, mais je pourrais préférer que mon nom sur le bulletin de vote est tout simplement Karine Pitre. Donc, c'est là où je pourrais écrire ça. Si je veux que mon nom paraisse avec un initial, je peux l'indiquer Karine S. Pitre, par exemple. Il y a certaines restrictions, par contre. On ne peut pas accepter de titre professionnel. Donc, si quelqu'un est un docteur, on ne peut pas placer docteur Pitre sur le bulletin de vote. Donc, c'est quelque chose d'important à considérer. Des fois, il y a aussi des gens qui sont connus au sein de leur communauté avec des surnoms. C'est quelque chose qu'on peut placer sur un site web, sur un bulletin de vote. Donc, si j'avais un surnom, je pourrais écrire Karine, placer mon surnom en parenthèse et mon nom de famille. Puis, on va le placer sur le bulletin de vote sans problème. Donc, ça, c'est ce qu'il y a à savoir par rapport à votre nom sur le bulletin de vote. Prochaine diapo. Ensuite, la partie D, on comprend que la promotion d'une candidature au niveau des gouvernements locaux, c'est un peu différent qu'au provincial avec les partis politiques. Donc, on permet aux candidats de mettre sur notre site web une adresse courriel, un numéro de téléphone, une adresse de service pour ceux qui ont des bureaux de campagne et même une adresse d'un site web, que ce soit un site web ou une page Facebook ou quelque chose du genre. Vous pouvez l'indiquer à cette section-ci. On demande que si vous indiquez une adresse courriel, un site web, peu importe, que vous placez vos initiales dans la case à côté pour nous confirmer que vous êtes d'accord que ces renseignements-là sont publics. Parce que ça va être sur notre site web. S'il n'y a pas d'initiales, on ne va pas l'afficher sur notre site web. On veut juste s'assurer que vous êtes conscient que ces informations-là vont être disponibles au public. Mais ça, c'est l'endroit où on peut partager ces renseignements-là. Une autre section très importante, c'est qu'avant de soumettre votre déclaration de candidature, vous devez avoir la signature d'au moins 10 électeurs qui sont habiles à voter pour vous, qui supportent votre candidature. Puis quand je dis habiles à voter pour vous, donc si on se présente pour un poste de maire dans un gouvernement local, il faut que ces 10 personnes-là soient résidentes du gouvernement local, il faut qu'ils soient citoyens canadiens, il faut qu'ils aient 18 ans ou plus le jour de l'élection. Si quelqu'un se présente à un poste de quartier dans un gouvernement local, il faut aussi que les présentateurs qui signent la déclaration sont résidents de ce quartier-là parce il faut qu'ils ont le droit de voter pour le candidat. Quand ça vient à la signature des présentateurs, il faut avoir un témoin à la signature des présentateurs qui confirme que c'est vraiment la personne qui a signé la déclaration. Ce témoin-là, ça peut être le candidat, ça peut être un membre de sa famille, ça peut vraiment être n'importe qui. Mais il faut absolument que cette personne-là soit présente et signe dans la dernière colonne comme signature du témoin à la signature du présentateur. On demande toujours aux candidats d'obtenir plus que 10 signatures parce que qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je me présente comme candidate d'un quartier 1, puis j'ai obtenu la signature par accident de quelqu'un qui habite juste après la limite du quartier, il se trouve dans le quartier 2. Bien, cette signature-là, elle ne peut pas être acceptée. Donc, on recommande toujours de en avoir plus. Comme ça, s'il y a une signature qui est jugée inadmissible, vous en avez d'extra. Puis, ça augmente vos risques d'être capable d'être accepté comme candidat. Prochaine diapo. Donc, le témoin aux signatures des présentateurs. Donc, il
il y a une petite attestation à signer dans le fond pour dire que vous êtes présent lorsque les signatures ont été faites pour les présentateurs. Comme j'ai mentionné tantôt, ça peut être le candidat, un membre de sa famille ou toute autre personne peut recueillir les signatures des présentateurs. Puis, ils doivent être présents au moment de la signature. Un petit à côté, par contre, c'est que s'il y a plus qu'une personne qui acte comme témoin des signatures, donc si le candidat choisit « Ah, moi, je vais aller m'en chercher 5 », demande à son conjoint, à son conjoint d'aller en chercher 5, bien, il faut que la partie F est faite 2 fois. Donc, il faut qu'ils font chacun leur propre attestation. Puis, ils utilisent leur propre liste de présentateurs. Puis, on les attache toutes à la déclaration de candidature. Okay? Ça ne peut pas tout être recueilli sur la même page. Il faut qu'ils aient leur propre attestation. Donc, la soumission de la déclaration de candidature, donc la date limite pour soumettre les déclarations, c'est le 10 avril à 14 heures. Et le 14 heures, c'est très, très, très précis. C'est dans la loi. On ne peut pas changer ce temps-là. Si quelqu'un entre dans le bureau du directeur du scrutin à 14h01, c'est malheureux, mais ils vont pas pouvoir même regarder la déclaration de candidature. Il va falloir que c'est refusé. Ça fait partie des raisons qu'on demande toujours à tout le monde d'aller soumettre leur déclaration de candidature à l'avance. Comme ça, si jamais il y a une erreur, par exemple, oh non, je peux juste accepter 9 signatures 9 des présentateurs, vous avez le temps d'aller en chercher une autre. Mais si vous déposez votre déclaration de candidature à 13h50, par le temps que le directeur du scrutin a passé au travers de la déclaration de candidature, ils ont découvert qu'il vous manque une signature, vous n'aurez pas le temps d'aller en chercher une autre. Fait qu'on conseille toujours d'aller au moins quelques jours à l'avance pour soumettre la déclaration de candidature. C'est pas obligatoire que la déclaration de candidature soit soumise en personne. Si vous envoyez une numérisation claire de toutes les pages de la déclaration de la signature, puis tout est rempli, le directeur du scrutin peut accepter ça. Puis les courriels des directeurs du scrutin se trouvent sur notre site web à électionnb.ca. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées là. Il y a l'adresse des directeurs et les adresses courriels. Est-ce que tu pourrais revenir, Nathalie? Juste pour ajouter les heures d'ouverture pour les bureaux des directeurs du scrutin. Donc, ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h. Donc, ils ferment bientôt dans quelques minutes. Puis, les samedis de 10h à 17h. Donc, ça, c'est pour la période électorale. Au complet, il y a 2 congés au temps de Pâques, mais autre que ça, c'est ça les heures d'ouverture pour les bureaux des directeurs du scrutin. Quand ça vient au règlement de campagne et pour les enseignes, donc, une question qui nous vient souvent, c'est est-ce que j'ai des limites de dépenses, les dons, ces choses-là? Quand ça vient aux dépenses et aux contributions, il n'y a aucun règlement dans la loi sur les élections municipales. Donc, il n'y a pas de limite de dépenses, il n'y a pas de limite de contribution, il n'y a aucun rapport qui doit être fait à l'élection de Nouveau-Brunswick à la fin de l'élection. Par contre, il y a quelques petits règlements ici et là. Donc, quand ça vient aux affiches, aux enseignes, aux dépliants, donc tous les documents imprimés dans le fond, ça doit comporter le nom et l'adresse de l'imprimeur ou de l'éditeur au recto du document. Puis ça, c'est quelque chose qui est décrit dans la loi sur les élections municipales. Donc, si c'est imprimé par un imprimeur, vous écrivez le nom de la compagnie et son adresse. Ça arrive souvent qu'au niveau municipal, c'est le candidat comme tel qui imprime ça chez eux. C'est correct, vous n'avez pas besoin de placer votre adresse sur votre affiche. Vous avez tout simplement besoin d'écrire que ça a été imprimé par le candidat. Nous, on va savoir qui vous êtes, puis on va savoir qu'on peut vous contacter si jamais il y a un problème. Il n'y a aucun matériel de campagne qui est autorisé à moins de 30 mètres d'un bureau de scrutin, que ce soit pour les bureaux de scrutin par anticipation ou ordinaire. Donc, les scrutins par anticipation, ça va être le 2 et le 4 mai, le jour de l'élection comme tel et le 11 mai. Donc, les affiches ne sont pas un problème en ce moment-ci, mais quand ça vient à l'ouverture de ces bureaux-là, nos travailleurs, eux, ils ont la tâche de vérifier qu'il n'y a aucune affiche dans les 30 mètres et s'il y en a, il va falloir les retirer. Après ça, quand ça vient à la période de publicité restreinte, le jour de l'élection, puis le dimanche précédent, donc le 10 mai, le 11 mai, c'est la période de publicité restreinte. Dans le fond, il ne peut pas avoir de publications sur Facebook qui sont boostées. Il ne peut pas avoir d'annonces à la radio ou dans les journaux, ce genre de choses-là. Par contre, si quelqu'un a tout simplement une page Facebook,
puis vous écrivez quelque chose, mais que vous ne le boostez pas avec de l'argent, c'est pas un problème parce que ça, c'est juste une publication, c'est pas une annonce. Les affiches dans la ville, ces choses-là, ça, c'est pas un problème. C'est vraiment les annonces à la radio, des annonces sur les médias sociaux, ce genre de choses-là qui peut pas avoir lieu. Mais encore là, c'est quelque chose pour lequel on a plus de renseignements sur notre site web. On a quelques dates importantes à l'écran. Donc, hier, la période de mise en candidature a commencé. Donc, les bureaux des directeurs du scrutin sont ouverts. J'ai mentionné tantôt, mais la période de mise en candidature se termine à 14 heures le 10 avril. Puis, s'il y a des candidats qui changent d'idée et veulent retirer leur candidature, ils ont jusqu'au 13 avril à 17 heures pour retirer leur nom. Donc, tellement quelqu'un pourrait décider je ne veux pas être candidat après ça, la seule affaire, c'est que si c'est fait après 17 heures, le 13 avril, c'est trop tard, nous, le nom va être sur le bulletin de vote. Donc, si quelqu'un choisit « Oh non, je ne veux pas être un candidat », le nom, on ne peut pas retirer à ce point-là sur le bulletin de vote. Le 20 avril, les bulletins de vote spéciaux sont disponibles. Ça veut dire que le vote peut débuter dans les bureaux des directeurs du scrutin. On va commencer à envoyer les bulletins de vote par la poste pour ceux qui ont fait les demandes. Donc, le vote commence à ce moment-là. Puis, ensuite de ça, on a les 3 jours de vote comme tel, scrutin par anticipation, puis le jour de l'élection. Donc, c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport au processus de mise en candidature des participants, mais je suis disponible pour les questions au besoin. Merci, Karine. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat. On va donner quelques secondes pour que les gens puissent intervenir s'ils le veulent. Sinon, ben, comme on le sait, il y a une question. Ah, bon, alors une question. Est-ce que les foyers de soins votent les mêmes jours? C'est normalement pas les jours de scrutin par anticipation ou le jour de l'élection comme tel. À moins qu'ils décident d'apporter leur résident, ça arrive des fois dans les petits foyers qui vont apporter les résidents avec eux. Mais normalement, nos travailleurs, ce qu'ils font, puis c'est quelque chose qui a déjà commencé, ils contactent les foyers de soins de leur région. Puis, dans le fond, ils font rendez-vous avec eux. Ils disent, OK, eux, ils peuvent aller à partir du 20 avril parce que c'est à ce moment-là que les bulletins de vote vont être prêts. Puis, ils vont faire un rendez-vous avec le foyer, déterminer à combien de gens qui veulent voter au sein du foyer. Puis, ils vont faire ce qu'on appelle un scrutin supplémentaire. Donc, on a 2 travailleurs qui vont se présenter au foyer avec les bulletins de vote, l'urne, l'isoloir et tout ça. Puis, ils vont avoir un petit bureau de scrutin dans le fond, normalement dans une salle commune du foyer. Puis, une fois que le scrutin supplémentaire est terminé, ils vont aller faire les visites aux chambres des résidents qui ne peuvent pas quitter leur chambre. Donc, ça va commencer à partir du 20 avril, mais ça varie entre les régions puis le nombre de foyers qu'ils ont, mais ce n'est pas nécessairement le 2, le 4 et le 11 mai. Est-ce que ça correspond à des bulletins de vote spécial, ce type de vote-là? En gros, quand ça vient au terme bulletin de vote spécial, n'importe quel bulletin de vote qui n'est pas déposé le 2, le 4 et le 11 mai, c'est considéré comme un bulletin de vote spécial. Bulletin de vote par la poste, les foyers, peu importe. Excellent. J'ai remis la diapo avec les dates à la demande du chat. Alors, on va poursuivre avec notre programme. Merci beaucoup, Karine. Et au bénéfice de tous les participants, évidemment, Élections Nouveau-Brunswick est disponible pour répondre à vos questions, que ce soit par l'entremise des bureaux de scrutin ou par le site web ou le bureau provincial. Merci encore, Karine, pour toute l'information que tu as partagée. Merci. Alors, on poursuit avec la prochaine partie du webinaire ce soir. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir avant de vous lancer? Je crois qu'il est utile de mentionner d'entrée de jeu que l'ensemble de la campagne d'information menée par les 3 associations municipales tend vers un but très concret, c'est que la prochaine cohorte d'élus soit aussi bien informée que possible de ce que ça veut dire en 2026 faire partie d'un conseil municipal au Nouveau-Brunswick. Nous savons que la réforme de la gouvernance locale a entraîné d'importants changements, tant dans les gouvernements locaux qui ont été directement affectés par des restructurations que dans les autres gouvernements locaux. La croissance de la population, les effets collatéraux de la pandémie
et de l'augmentation du coût de la vie ont eu des effets également sur la gouvernance locale qu'on n'aurait même pas pu imaginer en 2021 lors des dernières élections municipales générales. Alors, cette initiative d'information préélectorale, qui est une première dans la province, mais qui deviendra probablement une habitude pour les prochains cycles électoraux, veut donc fournir un portrait neutre, mais juste, de la nature de l'engagement qu'une personne qui offre de servir sa communauté comme élu municipal fait. En sachant ce qui nous attend, on peut se préparer en conséquence. On peut décider avec lucidité si on est prêt à suivre les règles du jeu, si on est prêt ou prête à se plier aux contraintes qui viennent aussi avec ses responsabilités. Et pourquoi on fait tout ça? Pour la même raison ultime qui devrait motiver toute personne désirant servir le public, c'est parce qu'on croit au bien-être de sa collectivité, au bien commun, à l'intérêt public. Alors, on ne vous promet pas que vous saurez tout sur ces sujets qu'on considère essentiels, mais au minimum, vous ne pourrez les ignorer. Vous aurez à votre disposition des sources d'informations fiables pour approfondir votre connaissance de ces sujets. Et cette présentation est basée presque entièrement sur le guide pratique à l'intention des personnes candidates qui a été lancé le 24 février dernier. Si vous ne l'avez pas encore parcouru, nous vous invitons à réserver une heure pour le faire dans les prochains jours. Mais d'ici là, je vous en donne un aperçu rapide. Ça paraît anodin, mais gardez en tête ce qui est géré par votre gouvernement local. On ne peut pas vous garantir que vos voisins le savent clairement. Ce tableau sommaire vous en donne un aperçu. Bien sûr, la distinction entre les responsabilités provinciales, municipales et fédérales, ça peut parfois être complexe. Il y a parfois des ententes fédérales, provinciales, des domaines de responsabilité partagés, mais l'information qui est sous vos yeux maintenant, c'est une base à laquelle vous pouvez vous référer. Les rôles et pouvoirs des élus. Un élu municipal, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, premièrement, un élu municipal tout seul, ça ne peut rien faire. Ça me donne aussi l'occasion de vous mentionner qu'un élu peut être élu au scrutin général ou par quartier. En effet, ça teinte l'approche à adopter pendant la campagne électorale. Cependant, une fois élus, tous les membres du conseil doivent veiller au bien commun. Et gouverner, ça veut dire prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'ensemble du gouvernement local. Dans le meilleur intérêt de l'ensemble du gouvernement local, je l'ai répété, pas parce que je veux m'assurer non seulement que vous l'avez entendu, mais que vous l'avez écouté. Et en blague, je vous dis que c'est pas le moment de faire de l'écoute sélective, car écouter, c'est le faire avec intention pour en capter le sens. Et écouter, c'est aussi un choix, tout comme se porter candidat, c'est un choix. Et donc, avec l'information suivante, on se dit que ce sera un choix éclairé. Donc, vous pouvez, comme élu, adopter des politiques, définir des orientations. Ça, c'est le cœur du travail, de la prise de décision, que ce soit en réunion, en travail de comité pour mener à ces décisions. Vous pouvez approuver les budgets et les décisions financières, encore une fois, comme conseil dans son ensemble. Il y a les budgets annuels de fonctionnement, les dépenses en immobilisation, fixer les taux d'imposition foncière, décider comment les fonds publics vont être affectés selon les différents services offerts par le gouvernement local. Puis c'est le conseil aussi qui a la responsabilité de surveiller la santé financière du gouvernement local et veiller à une bonne gestion des ressources dans leur ensemble. Représenter le public fait aussi partie des rôles des élus, des membres du conseil. Ça veut dire défendre les intérêts de la population, assurer la liaison également
avec l'administration municipale et le public et veiller à ce que les besoins et les avis des résidents soient pris en compte dans la prise de décision. Assurer l'encadrement, ça veut dire surveiller le rendement des services et des programmes municipaux, puis rendre des comptes grâce à des rapports réguliers, puis à l'examen des opérations. Et finalement, adopter et modifier les arrêtés municipaux. Donc, vous avez un rôle législatif parce qu'un arrêté, ben, c'est un peu comme la loi adoptée par un gouvernement local. Donc, dans ce sens-là, vous pouvez adopter, abroger ou modifier des arrêtés municipaux qui peuvent encadrer ensuite les affaires locales. Dans ce type d'exemple-là, je pourrais vous dire les arrêtés de zonage, les règles entourant le stationnement, les arrêtés concernant le bruit et les décisions concernant l'urbanisme ou l'aménagement du territoire. Alors, on vient de survoler les rôles et les pouvoirs. Donc, qu'est-ce que les élus peuvent faire? Bien, il y a un corollaire, évidemment, et c'est ce que les membres du conseil ne doivent pas faire. La première règle cruciale pour que la relation entre le conseil et l'administration, c'est moi qui viens de faire ça, excusez-moi. Donc, la première règle pour que l'administration municipale puisse bien collaborer avec le conseil, donc ne pas intervenir dans les opérations courantes, le quotidien. Ça, c'est la responsabilité de l'administration municipale. Et il y a une seule personne qui relève du conseil et c'est la direction générale. Tout le reste du personnel, c'est la direction générale et les autres directions, s'il y a lieu, qui en sont responsables. Alors, ce qui concerne vraiment là, le détail des activités courantes, l'horaire d'aréna, la priorité dans le déneigement des rues, juste deux exemples, c'est pas au conseil d'intervenir à ce niveau. Les membres du conseil, et le maire est inclus là-dedans, ne doivent pas donner de directives ou intervenir dans les fonctions administratives, et ça, c'est fondamental. Un membre du conseil ne peut pas non plus prendre de décisions individuelles. Je l'ai dit plus tôt, mais en effet, toutes les décisions doivent être prises collectivement pendant les réunions du conseil. Les membres ne peuvent faire des promesses de résultats spécifiques aux électeurs non plus, que ce soit pendant les élections ou après, car ils n'ont pas de pouvoir de décision à titre individuel. Une personne élue municipale doit éviter de se trouver en conflit d'intérêts et ne doit pas être avantagée de quelconque façon par leur fonction. La meilleure façon d'éviter les conflits, c'est de les prévenir, car l'apparence de conflit peut parfois être tout aussi dommageable que le conflit réel. On n'ira pas en profondeur dans ces questions parce qu'on pourrait passer plusieurs heures à faire des études de cas, mais on a reçu une question à ce sujet dans le contexte de l'inscription au webinaire, alors je vais en traiter ici. La question était, est-ce que j'ai le droit de continuer mes fonctions bénévoles au niveau à titre de coprésident de la gestion de ma paroisse si je deviens conseiller pour mon quartier? Alors, dans un cas comme celui-là, bien évidemment, les activités de la paroisse ne devraient pas être touchées par les actions de la municipalité, mais s'il y a des incidences financières, ben peut-être que ce serait à prendre en considération si il y a des risques, mais en principe, c'est deux secteurs qui ne devraient pas être en conflit. On a eu une autre question qui était, je suis porte-parole d'un comité. Est-ce que j'ai le droit de continuer cette fonction? Alors, malheureusement, parce qu'il nous manque de contexte, on peut seulement dire ça dépend. Parce que si c'est un comité qui milite, par exemple, contre une modification au plan d'urbanisme du centre-ville d'un gouvernement local, ben, ce serait évidemment délicat dans un cas comme ça. Mais tout dépend du contexte. Alors, on vous invite à réfléchir à la question, à lire sur la notion de conflit d'intérêts
pour en savoir plus. Et si vous avez la chance d'être élu à la suite des élections, ben, il y aura toutes sortes de formations puis d'informations qui vous seront partagées pour déterminer s'il y a des situations dans votre vie personnelle ou professionnelle que vous devez déclarer à l'avance. Finalement, l'obligation de confidentialité est aussi extrêmement importante. Donc, vous ne pouvez dévoiler de l'information qui vous a été transmise de façon confidentielle ou de propos qui ont été échangés pendant des réunions à huis clos. Et ça, c'est une obligation qui perdure même après la fin du mandat d'un élu. Alors, c'est important d'assurer la confidentialité des discussions. Alors, en résumé, donc, respecter la distinction entre la gouvernance et les opérations courantes. Agissez dans un cadre décisionnel collectif et stratégique avec imputabilité, intégrité, faites valoir la transparence et le meilleur intérêt de la collectivité. Assurez-vous aussi d'envisager les intérêts de la communauté à long terme plutôt que des gains politiques à court terme. Participez activement et dans le plus grand respect à toutes les réunions, à tous les comités dont vous ferez partie. Le travail d'équipe est vraiment la clé pour assurer le succès en politique municipale. En période électorale, il n'y a pas de ligne de parti, il n'y a pas de parti au niveau municipal au Nouveau-Brunswick. Vous faites donc cavalier seul, si on peut dire, pendant la campagne. Mais dès l'acceptation de la fonction ou de la sermentation, vous serez membre d'une équipe et il sera de votre devoir de faire tout en votre possible pour contribuer au succès de cette équipe. Alors, être à l'écoute, évidemment, de la population, respecter les processus du conseil et se perfectionner en matière de gouvernance locale. Alors, vous faites déjà un pas dans ce sens ce soir, puis on vous en remercie. Et vous pourrez continuer de vous informer de différentes façons. Certaines administrations municipales ont déjà commencé à offrir des séances d'information porte ouverte. D'autres le feront prochainement. Alors, chaque gouvernement local est à même de vous fournir des détails concernant, par exemple, la rémunération des élus ou le cycle de leurs réunions, entre autres. Si vous avez l'honneur d'être élu, vous aurez plusieurs autres occasions de vous familiariser avec la gouvernance locale et de vous perfectionner dans le domaine aussi. Le ministère y a fait référence d'ailleurs il y a quelques minutes. Alors, juste un petit aperçu, un petit pictogramme pour vous expliquer les différentes relations essentielles. Donc, le conseil dans son ensemble. Ça me permet de mentionner aussi que les élus ne sont pas des employés du gouvernement local. Ils ne font pas partie du personnel. Alors, ça, c'est un point important dont il faut se rappeler. C'est un rôle public, être un élu municipal, et la prise de décision est régie par un grand nombre de règles qui vous seront expliquées en détail le moment venu. C'est difficile de vous donner une estimation du temps requis si jamais c'est une des questions qui devait nous être posée. On vous suggère d'aborder la question avec des personnes élues dans votre collectivité. Ça varie selon les gouvernements locaux, selon la taille de votre municipalité, selon la situation personnelle de chacun aussi, à quel stade de votre vie professionnelle ou personnelle vous êtes, et selon le temps que chaque individu désire consacrer à ce rôle. Alors, imaginons-nous au lendemain des élections municipales et vous êtes élu. Alors, félicitations. Le travail commence. En termes de charge de travail, je viens de le dire, difficile de l'estimer pour chacun d'entre vous, mais
une chose est certaine, attendez-vous à participer à plusieurs réunions et c'est un engagement soutenu. C'est un engagement de 4 ans. En principe, on sait très bien qu'il peut y avoir toutes sortes d'événements, de situations qui pourraient changer la durée de votre mandat, mais c'est pour 4 ans. Et en plus des réunions statutaires, de la participation à différents comités, bien évidemment, vous serez sollicité par votre communauté pour participer à toutes sortes d'événements, principalement dans votre gouvernement local, mais potentiellement aussi au niveau provincial, peut-être au niveau régional et qui sait au niveau national ou international. On a les associations municipales provinciales, ils ont tout un réseau qui les chapeaute au niveau national et il y a même des réseaux au niveau international qui pourraient éventuellement vous intéresser. Spécifiquement, donc, les rôles d'élus spécifiques, donc le maire ou la mairesse, c'est évidemment, c'est un élu d'abord et avant tout, mais il y a un rôle particulier qui est d'assurer d'abord c'est la personne qui est la principale porte-parole du gouvernement local. Il assure un leadership également, principalement quand les discussions sont animées, les enjeux importants et les avis peut-être partagés autour de la table. C'est normal et c'est sain que des débats surviennent. Cependant, ces débats doivent toujours être menés de façon respectueuse. Puis, une fois la décision prise, les membres du conseil doivent se rallier et soutenir la position prise, que ça les enchante ou non. Ça, c'est crucial pour maintenir la confiance du public envers les décisions prises par le conseil. Pardon. Et je pense que je l'ai mentionné, mais je le redis, le maire ne peut prendre de décision seul. C'est l'ensemble du conseil qui est l'organe décisionnel et il relève le maire ou la mairesse de l'autorité de l'ensemble du conseil. Le maire est aussi membre du CA du conseil d'administration de la commission de services régionaux dont le gouvernement local est membre. Ça veut dire une charge de travail un petit peu accrue qui s'ajoute à la fonction de maire ou de mairesse. Alors, c'est à prendre en considération. Quant aux conseillers, leur rôle est un peu différent, mais tout aussi important. Évidemment, ils doivent de se préparer avec sérieux et adéquatement et de participer de façon active à toutes les réunions auxquelles ils sont tenus de participer. Ils doivent tenir compte du bien-être et des intérêts de l'ensemble de la collectivité, je l'ai déjà mentionné. Ils doivent soumettre des questions pouvant favoriser le bien-être ou l'intérêt de la collectivité et ils participent en ce faisant à l'élaboration et à l'évaluation des politiques et des programmes. Alors, ils peuvent jouer un rôle actif, être proactifs également dans les questions qu'ils posent, dans les analyses qu'ils veulent obtenir pour être en mesure de bien prendre de bonnes décisions. Mais encore une fois la décision prise, tous les membres du conseil doivent se rallier pour maintenir la confiance du public envers le conseil. Quelques mots sur le code de déontologie. Jennifer y a fait référence. Un code de déontologie doit être adopté par chaque gouvernement local. Son contenu est régi par un règlement en vertu de la loi sur la gouvernance locale. Vous pouvez aller consulter le code de votre gouvernement local, que ce soit sur le web ou en demander une copie à l'administration municipale. On peut dire que c'est un code de valeurs, un code qui régit le comportement de chacun des membres du conseil. Il est assorti d'un processus pour recevoir des plaintes en cas de manquement présumé aux règles du code de déontologie. Et au moment de l'acceptation des fonctions,
les personnes élues devront signer une déclaration qui confirmera leur engagement à respecter le code de déontologie. Alors, je vous invite à aller le lire à l'avance. Comme ça, ben, vous serez prêt si jamais vous avez la chance de signer cette belle déclaration. Alors, ça fait le tour de ces informations qu'on jugeait essentielles pour vous permettre de poursuivre votre réflexion. Et je vais maintenant me tourner vers Roger Casey, maire sortant de Shediac, et Austin Henderson, qui est directeur général de la ville de Salisbury. Alors, tous deux ont accepté de vous faire une brève présentation et ensuite d'échanger avec moi pendant quelques minutes sur leur expérience à titre d'intervenant quand même expérimenté dans le domaine municipal. Alors, ils ont chacun quelques minutes pour nous présenter ce qu'ils ont préparé, nous dire aussi nous parler de leur profil, de leurs expériences et vous offrir peut-être quelques pistes de réflexion. Puis par la suite, ben, j'échangerai avec eux, je leur poserai quelques questions et je leur poserai également les questions que vous nous écrirez dans le chat. Alors, Roger, je t'invite à commencer. Merci Nathalie, mais ça me dit que je peux pas commencer mon vidéo parce que it's disabled by the host. Ah bon, alors moi j'ai arrêté le partage et on espère que ça va. Ah, et voilà. Oh. Ah! Bon. Ah, ça, c'est pas de ma faute, je pense, mais très heureuse de te voir. On t'écoute. Plaisir. Ben regarde, moi je vais toucher sur quelques affaires, puis on pourra prendre des questions, etc. par la suite. Premièrement, Roger Casey, je suis le maire de la ville de Shediac depuis les derniers 7 ans, conseiller municipal également auparavant pour un autre 7 ans. Donc, ça fait 14 ans que je suis autour de la table du conseil. Euh, je suis un humble fonctionnaire provincial dans ma vraie vie. Donc, mon engagement envers la municipalité, c'est toujours quelque chose que je fais en plus de mes fonctions professionnelles. J'ai toujours été, j'ai mes notes à côté pour ça que je garde sur ma droite, là. Toujours été un passionné de politique depuis mon jeune âge. J'ai étudié en sciences politiques à mon université, fait d'autres études par après. Puis mon parcours était en 2012. Je me suis présenté comme conseiller. À ce moment-là, j'avais aucune intention de briguer le poste de la mairie, mais c'est des choses qui arrivent, des opportunités qui se présentent, puis je suis très heureux d'avoir servi ma communauté dans ce rôle-là. J'adore d'être dans le rôle de maire. C'est quelque chose qui est enrichissant pour faire avancer des dossiers, faire avancer des projets de ta communauté, d'aider votre communauté essentiellement. Je veux dire, puis c'est ça, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis encore là, mais là, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui aura peut-être un peu plus de temps sur les mains, ça devient demandant en termes de, surtout depuis la réforme municipale, c'est un rôle accru. Donc, j'en ai fait ma contribution, puis j'espère que bien d'autres autour de la table pourront continuer à le faire. Je sais pas si Austin, si vous voulez te présenter juste en premier lieu, puis après ça, on commencera peut-être sur quelques sujets. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Roger. Puis bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Austin Henderson, comme que Nathalie puis Roger a dit. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Comme Nathalie a mentionné, je suis le directeur général ou le DG de la ville de Salisbury. Ça fait presque 4 ans que je suis ici dans le rôle depuis juillet 2022 au milieu de la gouvernance, de la réforme de la gouvernance locale. Donc à ce moment-là, c'était le village de Salisbury. Puis avant ça, j'étais le gestionnaire des communications stratégiques pour la ville de Moncton. Ça fait quelques années que je suis dans le monde municipal, pas autant longtemps que Roger, mais ça fait mes 2 derniers postes que je suis dans le milieu municipal. Je suis particulièrement chanceux, je dirais,
d'avoir eu l'occasion d'être le premier DG dans la ville de Salisbury. Il n'y avait pas une DG auparavant. Puis aussi, c'est la ville où est-ce que j'ai grandi. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce que je présume que plusieurs d'entre vous, vous voulez être partie du milieu municipal parce que vous voulez voir le changement dans votre communauté. Puis en fait, c'est une des raisons principales que moi, je suis dans mon rôle professionnel comme DG ici à la ville de Salisbury. Puis, comme que Roger a dit, c'est aussi pour moi, c'est ça une des choses les plus gratifiantes, je dirais, d'être dans le rôle comme DG, c'est de voir les projets se concrétiser dans notre communauté, qui est en fait ma communauté aussi. J'habite encore ici, à la ville de Salisbury aussi. Puis je dois dire, ce soir, je vais parler évidemment du relation entre l'administration, donc le personnel et les élus. Roger va vous parler du côté élu, mais je dirais ici à Salisbury, je suis extrêmement chanceux des deux côtés, de mon équipe personnelle, mais aussi de mon côté élu. Je reconnais que ça se peut que certains parmi l'appel ce soir ça se peut que vous êtes dans des communautés qui ont été plus affectées par les réformes de la gouvernance locale ou qui ont plus de difficultés. Donc, ça se peut que mes consignes ne seront pas nécessairement autant présentes dans vos communautés, mais je crois qu'on pourra vous partager des consignes qui peuvent s'appliquer nul importe de votre communauté. Puis même si vous êtes dans une des municipalités qui a encore des difficultés, ben on espère qu'on peut vous partager de quoi qui pourra vous aider. Puis je pense, Nathalie, vous avez demandé de partager une ou deux consignes, puis dans la période des élections, mais aussi après. J'aimerais Mhm. partager deux qui pourront s'appliquer pendant la période électorale, mais aussi après. Puis la première, c'est des choses qui ont déjà été mentionnées. Donc, à titre de rappel, je devrais dire, le premier, c'est que je vous encourage d'utiliser cette période électorale de mieux comprendre les responsabilités des municipalités. Donc, pendant une période électorale, comme candidat ou candidate, ça se peut que si vous ne comprenez pas le rôle des municipalités, que vous feriez des promesses ou vous risquez de prendre des positions sur des choses qui ne sont pas nécessairement reliées à la l'amende municipale, ce qui peut être décevant pour vos citoyens et citoyennes si eux, ils ne comprennent pas les rôles des municipalités. Donc, c'est à vous, comme candidat et candidate, de mieux comprendre ses responsabilités. Um, Puis, je l'ai mentionné au début de notre appel, c'est probable que ceux et celles qui sont sur l'appel aujourd'hui ou qui regardent l'enregistrement, que vous n'auriez pas besoin de ce rappel-là parce que évidemment, vous êtes en train de vous engager puis d'apprendre. Mais je le mentionne du n'importe de si que vous avez besoin de rappel ou non. Puis aussi, à titre de rappel, mon deuxième conseil, c'est relié, mais c'est comprenez bien votre rôle comme élu, puis comprenez bien celui de l'administration aussi. Nous, du côté de l'administration, nous avons aussi une responsabilité de mieux comprendre le rôle des élus, puis vice-versa. Mais le système municipal, ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien pour une raison, et c'est que lorsque le conseil est efficace, puis le personnel est appuyé, notre communauté ou nos collectivités, on peut s'avancer. Donc, lorsque les personnes ne comprennent pas leur rôle, c'est là où on peut avoir des difficultés. Essentiellement, le rôle de l'administration, notre rôle comme DG, c'est de vous fournir l'information nécessaire pour prendre des décisions. Mais les élus, c'est à vous de prendre cette décision, de mieux comprendre c'est quoi la perspective, la position de vos citoyens et citoyennes. Mais nous avons tous les deux notre rôle respectif, puis c'est vraiment important de mieux les comprendre. Puis juste pour terminer, j'aimerais moi aussi, on a parlé un petit peu de la collaboration. Je pense que c'est vraiment important de le dire de nouveau. Je dois m'insister sur l'importance de la collaboration au niveau municipal, mais Nathalie, je pense que c'est toi qui l'as mentionné, mais il n'y a pas évidemment des partis politiques au niveau municipal. Donc, imaginez en pratique, ça se peut, si vous avez 6, 7, 8
9, 10, parfois 11, 12 personnes autour de la table, ça veut dire que ça se peut que vous auriez 6, 7, 8, 9, 11 ou peut-être 12 opinions différentes autour de la table. Je pense que Roger, je pense que vous avez 12, 11 ou 12. Donc, c'est à titre d'exemple, vous pourrez regarder à son conseil, mais ça se peut que vous auriez beaucoup de différentes opinions autour de la table. Puis la collaboration, évidemment, c'est critique afin de pouvoir réussir comme équipe puis comme municipalité. Puis l'autre chose, c'est que la majorité des réunions et toutes les réunions, en fait, où ce que les décisions seront prises, doivent être faites en séance ouverte au public, ce qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas de collaboration, vos citoyens et vos citoyennes pourront le remarquer. Puis c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre municipalité. Donc, gardez ça à tête. Puis je vais arrêter là pour le moment, Nathalie. Puis là, si jamais il y a des questions, ça me ferait plaisir de les répondre. Vous avez tous les deux super bien mis la table. Merci. Merci beaucoup. Euh, il y a une question que j'ai pour Roger qui m'est venue en tête en écoutant Austin. Roger, es-tu capable de retourner dans le passé, dans ta mémoire, quand tu as été élu comme conseiller? Donc, avant ton règne de maire. Et comment tu t'es senti comme nouvel élu autour de la table dans cette logique de je fais partie d'un conseil, mais mon pouvoir d'intervention ou de communication avec euh, l'administration municipale, c'est à travers ou c'est via la direction générale. Est-ce que ça te posait des défis? Est-ce que tu es capable de retourner dans le passé dans cette situation-là puis de réfléchir à comment tu as composé avec ça? Je me demande de retourner longtemps en arrière, en disant ça. Ah, désolé. De C'est ça rien là, ça l'expérience. me fait plaisir. Euh, Deux choses, puis une chose que j'allais dire comme un peu une suite à ce que Austin soulignait. Mais élu en premier temps en mai 2012, il y a 14 ans, euh, puis le fait que je connais la politique ou j'ai étudié la politique, je savais la différence entre le gouvernement fédéral, provincial, municipal, du moins je croyais. Hmm. Donc, je me dis, je n'étais pas perdu, mais j'en ai énormément appris sur le secteur municipal à la suite de mon élection. Soit à travers de certaines formations qui étaient données par la province du Brunswick, peu après les élections, pourquoi d'autres, c'est genre pas c'est un webinaire en personne dans ce temps-là. Puis, juste pour apprendre qu'est-ce qu'est le cycle budgétaire d'une municipalité, qu'est-ce qu'est le rôle d'un conseiller, qu'est-ce qu'est le rôle du maire, qu'est-ce qu'est le rôle de l'administration, qui a un DG ou pas, peu importe ça. Maintenant, je crois qu'on a la plupart de nos municipalités ont des DG, peut-être à part des plus petites qui demeurent encore. Mais donc, pour mon conseil envers pour un nouvel élu ou un candidat qui aspire d'être élu, c'est soyez prêt à apprendre. Essentiellement, le secteur municipal est pas le plus simple au monde. Il y a une complexité. Elle est moins complexe que le gouvernement fédéral. J'avoue ça. Il n'y a rien là. Mais c'est si qu'une personne entre en croyant que j'ai rien besoin d'apprendre, je connais, puis ce que vous me parlez d'eux est pas important. Non, c'est absolument important, absolument critique. Puis le premier de ça, c'est connaître son rôle. Euh, euh, on a une expression en anglais et en français, la cuisine municipale. C'est pas le rôle d'un membre du conseil d'être dans la cuisine. C'est le rôle du conseil, par contre, au complet, d'être en charge du menu. Ça, c'est ça, c'est ça mon chose. Ça. Euh, tu peux décider les choses que vous voulez comme conseil, c'est pas vous qui les faites. Ça, c'est le rôle de l'administration. Comme conseiller ou comme conseil municipal,
vous n'avez essentiellement un employé avec un directeur général. Donc, si l'administration est pas en train d'adresser les priorités du conseil, puis là je dis priorité du conseil au complet, c'est pas la priorité d'un membre du conseil. Un membre du conseil a essentiellement le pouvoir d'un vote lors d'une réunion. À l'heure actuelle, à Shediac, nous sommes 13 autour de la table avec moi-même. Donc, oui, j'ai un vote, deux votes, trois votes d'un conseil qui veut faire une telle chose, c'est que la majorité ne veut pas aller dans la même direction. C'est mort là. Puis ça fait partie de la démocratie. Faut avoir, puis c'est ça que tu essaies de créer autour de la table du conseil, soit un consensus, soit au moins un grand appui majoritaire pour aller dans une direction, pour agir sur un dossier, pour agir sur un problème que la municipalité veut régler. La municipalité, j'ai pas connu de grands élus municipaux à travers toute ma carrière, à Shediac, autant que dans toute autre municipalité, qui sont là pour nuire à sa municipalité. Ils veulent essayer d'aider. Puis comme Austin disait, il dit, vous pouvez vous trouver avec nombreuses opinions sur un même sujet. C'est à travers la discussion respectueuse, civile, gentille, essentiellement. C'est ça que je dis aux membres du conseil. Posez des questions, dites vos commentaires, échangez, mais juste à cause que votre voisin de l'autre bord de la table ou à côté de vous a vraiment la position contraire, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a le diable incarné. Ça veut dire qu'il partage une différente opinion. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut rallier ces gens, ces différents points de vue-là pour en trouver un consensus. Donc, lorsqu'on est élu, c'est soyez prêts à faire des compromis. Soyez prêts à écouter les opinions différentes autour de la table pour essayer de créer une solution qui satisfait tout le monde ou la très, très grande majorité. Il y a peut-être des gens qui vont dire, regarde, moi je peux, si c'est pas ce site que je dis, je peux pas l'appuyer. Correct. C'est pas péché, ça. C'est pas, c'est pas la fin du monde. Mais faut que ces gens-là, tout le monde autour de la table, une fois que c'est un sujet décidé, va de cette direction-là, que ça soit donner une subvention à un groupe communautaire ou que ça soit envers un contrat, envers un investissement majeur dans une infrastructure, c'est tous les mêmes principes qui à la base. Nous sommes là pour décider. Nous avons été élus par la population pour décider. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ensemble, on va décider. Si c'est majoritairement d'un côté, majoritairement de l'autre, c'est ça que c'est la démocratie. Intéressant. Et le rôle de l'administration pour appuyer cette démocratie, euh, tu le vois comment, Roger, cette complicité-là entre l'administration et un conseil qui doit s'établir? L'administration est là. Ils vont donner des recommandations au conseil. Sujet X, nous voyons option A, option B, option C. Option D, peut-être statu quo, on fait rien d'autre, par exemple, qui n'est pas vraiment une vraie option dans un sens. Mais quand tu dis tu veux faire un changement quelconque, A, B ou C, l'administration va venir, nous recommandons option B. Voici pourquoi. Ça peut être des questions financières. Elle est la moins chère, tu auras plus de pouvoir d'achat, bang for your buck, tu auras plus d'impact pour les argents qui seraient investis. Exemple, ça peut être seulement ça. Autant que ça peut être, peut-être c'est même l'option la plus chère, hein, mais l'impact est énorme comparé aux deux autres, par exemple. Donc, l'administration va être là pour donner des options au conseil et également donner la recommandation. On vous recommande une telle action quelconque. Puis, l'administration est là pour
essentiellement fournir de l'information, puis Austin, tu me diras, tu feras tu hocheras la tête, c'est ça, fournir de l'information pour permettre une décision éclairée du conseil. Ça se peut que, puis j'ai vécu, les membres du conseil veulent agir sur un dossier quelconque maintenant, mais on connaît pas les implications financières, on connaît pas qu'est-ce qui va arriver le mois d'après, c'est comme, faut agir, on veut agir, on est d'accord d'agir, mais faut être sûr de son coût, parce que à- dans toute municipalité, oui, on gère les taxes qu'on contribue nous-mêmes en termes à la municipalité à travers nos impôts fonciers, mais la plupart des taxes qu'on gère, c'est pas les miennes, c'est ceux-là de nos citoyens, c'est ceux-là du public. Ces argents-là doivent être gérés d'une manière attentive. On n'est pas là, c'est pas à cause qu'une municipalité a de l'argent d'extra qu'on peut dépenser sur n'importe quoi. Absolument pas. Faut y prendre soin. C'est comme je dirais, on veut gérer le portefeuille de notre grand-mère. You know? Ah, faut, puis notre grand-mère nous aimera pas. C'est qu'on ne fait pas comme il faut. Faut le faire de sorte avec soin. Donc, l'administration, son rôle, c'est protéger ces fonds-là. C'est des fonds publics. Ils vont suggérer des choses. Ils vont recommander des choses. C'est, comme Austin disait, c'est au conseil à décider par la suite. Puis, le conseil de ces discussions, mais l'administration peut fournir des informations, peut-être même you know, oubliez pas telle chose, oubliez pas cet impact-là. Ça va peut-être bien régler le problème pour un mois et demi. Qu'est-ce qu'on fait pour les restants des 12 mois de l'année? Euh, si c'est pas, que vous voulez pas retourner à la même situation que vous êtes dans tout de suite. Donc, c'est ce genre de choses comme ça. L'administration est là pour aider le conseil municipal à arriver à ses décisions. Austin, peux-tu réagir à ça? Non, c'est très bien dit, puis je donne le thumbs up aussi. Au début, Roger a mentionné que il y a des décisions qui sont souvent, ou parfois, ça dépend du grandeur de municipalité surtout, mais des décisions complexes. Puis lorsque j'étais à la ville, il y avait une expression en anglais, puis je vais le dire en anglais parce que c'est pas le slang word en français, mais on disait toujours que c'est le monde municipal, c'est pas juste des slide swings and happy things. Donc, il y a souvent des choses beaucoup plus complètes que des slide swings and happy things. Puis, on fait le rôle de l'administration. Il y a une différence entre une recommandation puis une opinion. Puis, je peux vous dire, j'ai toujours une opinion, mais c'est pas mon rôle de fournir mon opinion. C'est mon rôle de fournir une recommandation qui sont basées sur que ce soit les impacts financiers, les données, ce qu'on a entendu des citoyens et des citoyennes, aux relations avec notre plan stratégique. Peut y avoir des dizaines d'exemples. Ça dépend d'un tel sujet, mais c'est la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est cette différence-là. Il y a une différence entre une opinion puis une recommandation, puis le rôle de l'administration, c'est de fournir une recommandation, même si qu'on a souvent une opinion, surtout sur certains sujets, mais c'est ça le rôle. Puis ça démontre en fait que comme équipe, administration, conseil, et avec cette collaboration entre ces deux parties d'une municipalité, mais aussi entre conseils, c'est ça, cette collaboration qui nous aide à faire des bonnes décisions pour nos collectivités. Ben, Puis, merci. Vas-y, vas-y, Roger. Nathalie. Oui. Une des manières que c'est comme drôle. Un conseil, une réunion de conseil municipal, c'est pas une réunion autour de ta table à souper avec des amis et de la famille. Où est-ce que tout le monde peut parler en même temps? You know, habituellement, il y a trois conversations qui vont en même temps. You know, je sais pas, mon épouse parlera avec ma cousine, etc., n'importe quoi. C'est une chose dans une réunion de conseil municipal, puis tu le vois dans quand c'est diffusé en vidéo, que ce soit la ville de Moncton, la ville de Shediac, je sais pas, parce que Austin, je sais pas si vous diffusez, je vous regarde pas, nécessairement, non, ok, j'ai jamais pensé.
Mais il faudrait que je dise ça au maire Campbell. Ben, Pas après le diffusé en 11 mai, direct, Roger, mais c'est ouais, diffusé, pas diffusé en direct. Ah, puis après le il y a 11 un mai, Roger, décorum. tu pourras y aller. Tu pourras aller à Salisbury. Ah ben tiens, je vais terminer. Bon, on va faire ma tournée. C'est ça. Mais il y a un décorum, il y a des règles à suivre. Puis c'est des règles qui sont un peu complexes dans un sens. Qu'est-ce qu'est un point d'ordre? Qu'est-ce qu'est un amendement, un sous-amendement? Toutes des choses que j'ai eu la joie de traiter. Puis, faut le traiter d'une manière, comme quand tu présides une réunion, faut que tu le traites d'une manière juste équitable envers tous tes membres. J'en ai une douzaine. Donc, c'est une question de instaurer un décorum, une personne parle à la fois. Oui, il va y avoir des gens qui vont chuchoter, peut-être bien un petit peu, pourquoi d'autres. Du moins que ça ne dérange pas, relativement correct. Mais c'est lorsque une personne a la parole, on lui doit le respect envers cette personne-là, que ce soit un membre du conseil, que ce soit un citoyen qui vient présenter quelque chose ou un consultant expert en ingénierie qui vient nous parler sur un sujet quelconque. Faut écouter, faut être attentif. Donc, c'est une des choses qui une réunion de conseil, c'est pas tout à fait comme une réunion de chez vous. C'est simple. Et tenir ces réunions-là en public, que le public soit dans la salle ou qui vous regarde à travers un écran, qu'est-ce que ça change? Ou est-ce que ça change quelque chose? Je peux dire que ça a changé quelque chose. À l'occasion, pas tous les jours, euh, les, regarde, je vous avoue, là, dans l'ère pré-COVID, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à diffuser pour permettre d'avoir moins de gens à la salle, plus de distanciation sociale et toutes ces choses-là. Puis, c'est un rhume, reste chez vous. Je veux dire, on ne veut pas te voir. Voilà sur une vidéo, ça ne s'attrape pas. Mais c'est une chose pour qu'un membre du conseil exprime son opinion ou questionne, etc. C'est une chose pour le faire pour apprendre de l'information. Si j'ai des questions, oui, pose-les. Parce que, regarde, si tu veux peut-être plus éclairé, plus informé, tu feras une meilleure décision à la base. Au lieu d'être, ouais, je suis perdu, je sais même pas comment voter. Là. Je veux dire, ça, j'ai déjà eu ces réactions-là de la part des membres du conseil. C'est comme, OK, c'est pas qu'on parle tous du chinois, là, c'est pas qu'on parle tous de choses qui est très complexes, mais c'est comme, vous m'avez perdu, là, après les premières 5 minutes, là, ben, la personne n'est pas en mesure de voter, devrait pas Mhm. voter. Parce qu'il ne peut pas faire une décision informée. Il y a pas de tort à dire. Mais après ça, qu'on a vu, on a vu un petit peu plus en anglais, on dirait grandstanding, plus d'exprime, des gens qui s'expriment pour se faire voir. Mais Pour la galerie. un peu, oui, comme dans la Chambre des communes, ou l'Assemblée législative. C'est comme, OK, correct. Ben, il n'y a personne qui va applaudir. Là. Il y a 3 personnes dans la salle, par exemple. Ben, c'est comme, si que les gens veulent embellir leurs questions, leurs commentaires, etc., leurs opinions, ils ont bien le droit de le faire, mais faites-les pour les bonnes choses, faites-les pour apprendre, faites-les pour être mieux informés. Faites-les pas pour, ah ben, j'ai 50 personnes qui vont regarder le chose, puis là, ils vont voir que je suis un bon conseiller tough, un bon conseiller avec la rudesse. On donne des pénalités pour la rudesse au hockey. Faites-les pour les bonnes intentions. Une des choses que je m'envoyais, c'est un élu, ben, puis comme vous l'avez dit, vous êtes membre d'une équipe. L'équipe ensemble va faire les décisions. Euh, soyez prêt à faire un certain compromis dans vos positions. Puis moi j'appelle ça, éviter d'apporter le cirque à vos réunions. Lorsque de la chicanerie autour de la table, puis que ça peut être vraiment des sujets qui peuvent être émotionnels, c'est normal. On est tous des humains. C'est une chose c'est un peu comme lorsqu'on est en rage et bain noir, après un courriel qu'on a eu, répondez pas tout de suite. Laisse ça dormir pour Mhm. une journée. Peut-être écrire quelque chose, on va là pas parce que
tes propos vont être mal vus par la suite. C'est la même chose autour de la table du conseil. Tes propos sont verbales, mais c'est plus de chicanerie autour de la table, euh, c'est pas productif. Ça aide pas à apporter un débat envers des solutions. C'est ça que j'ai toujours eu en tête. Parfois, Ouais. vraiment, le débat peut être émotionnel, puis c'est comme, ben, c'est soit A ou B, puis il n'y a pas vraiment de solution entre deux, là. Là, exprimez vos choses, dites que vous avez à dire, mais insultez pas vos co-membres du conseil municipal. Ça donne rien. On va être ici la Ouais. semaine prochaine ou le mois prochain, etc. À moins que tu quittes puis que tu t'en vas, ben, tu vas revoir tes collègues. You know? Ben, puis dans une petite communauté, ben, on se revoit vite, même si c'est pas dans le rôle actuel, Oui. n'est-ce pas? Austin, je te laisse peut-être répondre ou est-ce qu'il y a une perspective de ton rôle d'administrateur que tu veux partager? Non, c'est bien dit, puis je dirais la même chose que le maire Casey. Comme que j'ai mentionné, nous à Salisbury, on diffuse nos réunions, mais pas en direct. De temps en temps, lorsqu'il y a des décisions que on sait qu'il va avoir un niveau d'engagement public plus élevé, je dirais, Oui. que d'autres Plus décisions. d'intérêt. Oui, c'est ça, plus d'intérêt, c'est ça. Il y a quelques occasions qu'on a diffusé en direct, mais à un jour, puis si tu demandes à notre mère, c'est une priorité, je devrais dire. Donc, à un moment donné, on sera dans une position de diffuser nos réunions, puis en fait, ça, c'est un bon exemple de l'administration qui va devoir faire une tâche Ajuster. à la direction du conseil municipal, c'est ça. Mais pour le moment, ce qu'on fait, on a des autres mesures pour s'assurer que les citoyens et les citoyennes sont au courant des décisions du conseil. Mais ce qu'il a dit, surtout en termes de grandstanding, je dirais, puis ça dépend d'une municipalité à l'autre. Donc, le plus grand que la municipalité, le plus fréquemment, je dirais que vous allez voir des occasions comme telles. Je pense que c'était le manqué ce qu'il a dit au début, mais la réalité, c'est que tout le monde est là pour faire une différence. Ils sont pas là pour être difficiles. Donc, si les personnes prennent cette position-là de travailler ensemble, je pense qu'il y aurait moins de grandstanding, même si les diffusions directes, ça le rend un petit peu plus facile, mais j'ai rien d'autre à ajouter que ça. Bien, merci. On a eu une question. Alors, je vous la lis, puis si on a besoin de demander une précision, ben, vous me le dites. Est-ce qu'il y a plénière et débat avant l'entrée du maire ou des conseillers au sujet de l'agenda et des décisions qui devront être prises? Alors, je pense que ça a peut-être trait à la façon dont l'ordre du jour des rencontres est établi. Ça dépend de la municipalité. Une, une bonne partie des municipalités dont je connais, ils ont une réunion plénière, soit en soi, comme telle soirée, c'est une réunion plénière. Une réunion plénière, il n'y a pas de vote qui est pris. C'est de la Mhm. discussion seulement. C'est ça. On avait ça en Chédiac auparavant. Ça fait plusieurs années qu'on a arrêté ça. Le conseil a voulu aller dans cette direction-là. Donc, souvent, tu avais des présentations de soit des gens du public, la chambre de commerce, autres groupes locaux ou peut-être des experts, t'es en train de regarder à construire un parc. Ben, OK, quel genre de structure que tu veux pour que les enfants grimpent dessus, la glissade. Il y a mille et une versions de tout ça. Là. C'est pareil comme tu vas acheter une chose, ben, quelle couleur tu la veux, comment grand tu la veux, etc. Il y a de tous les budgets que tu peux imaginer. Tu peux faire celui-là on a tous connu à l'intérieur de McDonald's, là, par exemple, en termes de structure d'enfants, ou des simples balançoires, etc., n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui présente ces options-là. Ça va peut-être bien prendre un certain temps. Une réunion publique est une réunion d'affaires. En anglais, tu dirais un business meeting.
Un peu. Il y a des telles choses qu'on doit faire dans ces temps-là, notamment adopter un ordre du jour, adopter son procès verbal, qui est juste le procès verbal de la dernière réunion que tu as eue, qui est prête, là. Ouais. Mhm. Des motions sur des affaires de dépenses ou peut-être pour envoyer une lettre d'opposition à le gouvernement provincial ou n'importe quoi. Euh, Nous, à Chediac, on a opté pour seulement avoir des réunions publiques, mais on permet des présentations à l'intérieur de ces réunions-là. C'est une manière de le faire. Qui est bien correct, ça fonctionne. Ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. Puis, c'est, c'est juste, au moins, ça permet d'avoir une présentation sur un sujet, avoir des discussions. Puis là, OK, on passe au restant de l'ordre du jour. Le rapport de la GRC, le rapport des pompiers, le rapport peut-être du maire ou des membres d'un comité du conseil, etc. Puis, donc, ça fait en place de essentiellement toutes les avoirs dans une réunion, là, on va voir quatre, cinq différents points de discussion. On va en mettre trois de cette réunion publique-ci, deux de cette réunion publique-là. C'est selon l'arrêté procédural de chaque municipalité qui gère ces choses-là. En termes de, je vois la question à mon écran, là. Euh, Puis l'agenda, évidemment, l'agenda est adopté à chaque réunion. C'est le OK. conseil qui adopte son agenda, son ordre du jour. Donc, les membres peuvent ajouter un point à l'ordre du jour Oui, dès absolument. au début de Il y la a certains rencontre. règlements avec ça. Si tu Mhm. veux ajouter un point à l'ordre du jour à la réunion même, lorsque ça vient le point, habituellement c'est le troisième ou quatrième point sur l'ordre du jour, l'adoption. Mais si c'est quelque chose qui est pas à l'ordre du jour, un membre du conseil, ben, je veux discuter du parc royal de notre municipalité. Ben, une fois que l'ordre du jour est publié, il faut qu'il y ait un consentement unanime pour ajouter quelque chose à l'ordre du jour. Si le même conseiller veut parler du parc royal, j'ai inventé un parc, là, il a simplement besoin de avertir le greffier avant la publication de l'ordre du jour, 4-5 jours avant, que j'aimerais avoir pour discussion. Ah, OK, pas de problème. Il peut l'ajouter, puis ça paraîtra dans la liste. Simplement comme ça. Donc, c'est des choses que les membres du conseil peuvent faire. Souvent, ça vient avec, au fur et à mesure que l'administration, à certains points, l'administration travaille sur les dossiers. OK, là, on est rendu qu'on est prêt pour apporter ça à une réunion publique. On aura besoin d'une décision du conseil. Voici la recommandation X. Puis là, le conseil pourra voter. Puis la raison que ça existe, c'est euh, euh, ça prévient des surprises. Je veux dire, si que les gens, oui, je veux parler sur sujet X, ben, puis les gens s'étaient pas même préparés pour discuter de ça, ben, tu places tes membres du conseil dans une drôle de position. Faut Mhm. voter là-dessus, puis je connais pas mes choses, ben, tu risques de faire tabler ta motion, ou tabler le sujet. Regarde, on a besoin de plus d'informations, puis c'est pour plus tard. Tabler une motion, un sujet, crée jamais une belle atmosphère autour de la table. Si qu'on peut tous travailler ensemble, ça va bien. Qu'on travaille un contre l'autre, ça crée un environnement adversaire. Puis les membres du conseil, peut-être plus les conseillers, conseillères, ne sont pas l'opposition officielle du maire. C'est pas Effectivement. comme un système parlementaire. Donc, l'idée, c'est collaborer ensemble au lieu de travailler contre l'un l'autre. Puis donc, vraiment de toujours garder en tête la notion de collaboration, de travail d'équipe. Et j'imagine que le maire doit avoir parfois des petites conversations avec des collègues pour essayer de ramener la bonne entente, que ce Ah, soit en public ou pas. C'est là ça, que ça, je peux t'en l'art du dire, oui, je compromis, n'ai eu. Mes collègues maires appellent ça la gestion de conseil. C'est pour effectivement. assurer que les gens sont sur la même page, au moins sur
le processus qu'on utilise. On peut avoir des Ouais. opinions différentes. Moi, je veux peinturer l'hôtel de ville bleu. Moi, je veux la peinturer vert. Puis c'est le temps de peinturer parce qu'on en a besoin. Ben, OK, correct. À un moment donné, on va faire un vote. Mais il faut qu'il y ait un processus qu'on peut être d'accord sur comment est-ce qu'on fonctionne. C'est un petit peu de ça qu'est-ce que le code de déontologie adresse en termes de qu'est-ce que les règles de conduite, qu'est-ce que les règles de base. Puis comme je dis, montrer un respect, être gentil, you know, comme on dit, on attire beaucoup plus avec du miel qu'avec du vinaigre. C'est ça. Puis Hein? La c'est des collaboration, principes c'est le avec, miel, le vinaigre, c'est autre chose. c'est des principes avec lesquels personne est en opposition à la base, n'est-ce pas? Mais il Je veux dire, s'agit de le là, rappeler. oui. Puis lorsqu'on regarde au niveau parlementaire, oui, on peut voir le chef de l'opposition qu'il critique le premier ministre, c'est la pire personne sur la terre, ou surtout dans le pays ou dans la province. Puis là, l'autre, le premier ministre se lève, il fait tout pareil. Après ça, c'est un peu de théâtre, ça, tout ça. Ils ont des différences d'opinion, mais ils vont pas nécessairement aller prendre une bière ensemble par après, mais ils se traitent de manière respectueuse par la suite. Puis tu vois ça surtout à certains parlements où ils sont minoritaires. Ils ont besoin de collaborer ensemble, sinon ça ne fonctionne pas. Mais nous, on a besoin de collaborer ensemble aussi. Ouais. On vous encourage à ne pas prendre cet exemple-là, les élus municipaux. Ah, c'est C'est l'exemple à pas rafraîchissant. suivre dans un sens. Exact. On arrive au moment où on veut laisser aller les participants qui ont été bien gentils de rester avec nous tout ce temps-là. On a eu quelques questions. Je veux les remercier. Alors, juste pour terminer, puis je tiens à vous remercier. Ça a été un échange, je trouve, candide et j'espère intéressant pour les autres. Moi, j'ai appris des choses. J'apprécie que vous ayez pris le temps de vous préparer pour cet échange et je vous en remercie. Alors, je retrouve mon partage d'écran pour 1 minute ou 2. Ça ne sera pas très long. Voilà. Alors, un petit rappel des dates importantes. Alors, la période de mise en candidature, elle est ouverte et se déroulera donc jusqu'au 10 avril à 14 heures précises. On se l'est bien fait dire, n'est-ce pas? Alors, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas besoin de vous montrer celle-là. Et voilà. Et je veux vous montrer le guide pratique à l'intention des personnes candidates. Encore une fois, si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur ce document, allez le chercher sur le site web de l'une des 3 associations municipales provinciales. Il est évidemment disponible en français et en anglais. Il contient une foule d'informations, des références au site d'élection Nouveau-Brunswick et aux diverses lois qui régissent le milieu municipal. Et on vous invite à poser toutes les questions que vous avez à Élection Nouveau-Brunswick au gouvernement, au ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux s'il y a lieu. Et puis, sinon, on vous remercie de votre temps ce soir, mais surtout de votre engagement envers votre collectivité. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous encourage donc à mener une campagne dynamique et surtout à, si l'occasion vous est offerte, à agir avec respect et dans la plus grande collaboration pour les prochaines 4 années. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Plaisir. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.